C'était pas Elisabeth Tessier, ça? Si, c'était Elisabeth Tessier, mais enfin, à mon avis, il l'a consulté pour autre chose. Ils ont vu que l'un d'eux avait carrément brûlé, cramé à son poste de pilotage, qu'un autre avait été découpé en tranches. À force de voir ce genre de choses, vous voyez, les mecs, ils ont pété un plomb, ils ont fini dans un asile psychiatrique. Hein, donc c'est quand même, c'est du sérieux. Hein. Bonjour à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate du Média en 442 avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Kate, ça me fait plaisir de vous retrouver ainsi que vos spectateurs ou téléspectateurs, hein, je sais pas comment on doit. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Voilà, moi aussi. Depuis l'élection de Trump, les médias alternatifs ont pris le pouvoir, comme on l'a vu. Donc c'est tout en votre honneur et en l'honneur de vos spectateurs, bien entendu. Merci. C'est vrai qu'on a le vent en poupe et d'ailleurs, grâce à vous tous, hein, vous Pierre, comme tous les autres invités, grâce à vous, on a atteint les 100 000 abonnés. Vous voyez, dès cette fameuse émission. Bon, en tout cas, je rappelle quand même que vous êtes journaliste, économiste, écrivain et directeur littéraire des éditions Le Jardin des Livres. Et pour ce 8e numéro, vous avez choisi de parler d'une personnalité hors du commun. C'est un peu le thème de cette émission, bien entendu, mais une personnalité pas forcément très connue et pas mystique, quoique, on va le voir. Mais avant de commencer, je rappelle donc à nos spectateurs ou téléspectateurs de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour nous, d'activer la petite cloche pour ne rien rater et de mettre des pouces. Alors, je mets fin au suspense. Cette nouvelle capsule sera consacrée à Robert Monroe. Alors, Robert Monroe, c'est qui ? C'est un homme d'affaires américain, ingénieur du son. Il est né en 1915 et mort en 1995. Et il était surtout le fondateur de l'Institut Monroe. Mais ce que j'aimerais savoir, Pierre, c'est pour quelle raison vous avez choisi de parler de Robert Monroe et en quoi on pourrait le considérer comme un peu un être mystique. Alors, un être mystique, peut-être pas, dans le sens des saints, hein, parce qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs capsules sur les plus mystiques, hein, ce que j'appelle les mystiques Formule 1 de l'Église chrétienne. Je pense notamment à Charbel Maclouf, hein, qui est à l'honneur aujourd'hui au Liban, et d'ailleurs Israël essaie d'empêcher les gens d'y aller. C'est en train de bombarder Beyrouth, les routes qui y vont. Enfin bon, c'est un autre sujet. Néanmoins, Robert Monroe, je le considère comme étant le Christophe Colomb de ce qu'on appelle l'après-vie. Voilà. C'est-à-dire que Christophe Colomb a tracé la route et il a établi ce qu'on appelle une cartographie. Hein, comment dire, il pensait avoir découvert les Indes, en fait, c'était l'Amérique. Et grâce à Christophe Colomb, on a découvert un nouveau monde. Voilà, grosso modo, c'est l'idée. Eh bien, avec Robert Monroe, on a également découvert un nouveau monde, même si ce monde est extrêmement ancien, hein, puisqu'il remonte à la nuit des temps. Mais pour la première fois dans l'histoire humaine, on a eu un ingénieur qui a bénéficié des fonds, je veux dire, sans fonds même, hein, parce que le budget était quasiment illimité pour la CIA et le Pentagone. Donc il a bénéficié de plusieurs dizaines de millions de dollars pour parfaire ses recherches en collaboration justement avec la CIA et le Pentagone, et d'ailleurs avec d'autres services par la suite, comme on va le voir. Et Robert Monroe, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai passé 2 ou 3 jours chez lui d'ailleurs, lorsque j'avais écrit il y a quand même quelques décennies maintenant, enquête sur l'existence des anges gardiens. Et parce que je l'avais rencontré, en fait, j'avais été invité chez chez le docteur Kubler-Ross, et ensuite, comme c'était pas très loin, donc je suis allé à l'Institut Monroe, donc pour l'interviewer. C'était un homme absolument charmant, il était déjà âgé, il avait toute sa tête, hein, véritablement. Et je me souviens notamment je me souviens en particulier d'une anecdote,
puisque donc il m'a fait visiter le centre Monroe, qui est quand même qui est assez grand, enfin c'est même très grand. Je sais pas si on peut montrer des photos. Et à un moment donné, il a ouvert une porte. Et là, je suis tombé dans une sorte de hall avec des plafonds très très hauts. Et là, il y avait, je sais pas, à peu près 120 personnes, toutes habillées de treillis militaires. Et dans ce hall, il y avait ce qu'on appelle les militaires. C'est les lits que j'avais, qu'on avait nous à l'état-major, par exemple. Vous savez, ces lits à un étage. En l'occurrence, là, c'est la version américaine. C'était les lits militaires à 2 étages. Voilà. Je suis même étonné qu'il y en ait pas eu 4 ou 5. Avec leur faiblesse pour les gratte-ciel. Et là, il y avait, en fait, c'était des militaires. Ils étaient tous en Rangers. Ils étaient tous, vous savez, avec des treillis, les treillis jungle verts, etc. Monroe a vu qu'il a fait une connerie. Et donc je demande, mais qui sont tous ces gens? Alors il m'a dit, ce sont nos stagiaires, mais là ils vont partir pour un footing de 5-10 kilomètres afin de les épuiser, parce que une fois qu'ils seront épuisés physiquement, ils pourront se détendre beaucoup plus vite et par conséquent sortir de leur corps encore plus vite. Alors sur le coup, si vous voulez, bon, je pouvais pas faire la relation dans ma tête, parce que je me dis, bon, ils sont tous en treillis parce qu'ils vont dans les bois, hein, parce que le centre, l'Institut Monroe est dans les bois, hein, c'était à Faber. Et du bon, après tout, c'est logique, hein, ils sont tous habillés en vert comme des chasseurs. Ils vont, si jamais ils se cassent la figure, effectivement la boue, ça va pas se voir. Et donc je me suis dit, il a imposé un entraînement militaire pour ces stagiaires, ce que je trouvais pas idiot. J'étais loin, très loin de me douter que tous les gens qui étaient là, c'était la CIA. Il y avait autant de femmes que d'hommes d'ailleurs, hein, grosso modo. Je me souviens notamment d'une qui m'avait fait un grand sourire, qui avait commencé à discuter avec Monroe. Mais Monroe a mis fin à la conversation assez rapidement pour pas que je puisse comprendre de quoi ou de qui il s'agit. Et on va comprendre justement pourquoi il a peut-être mis fin à cette conversation, parce qu'effectivement, il y avait des dessous bien cachés, jusqu'à encore très peu, même si on ne connaît pas la véritable finalité de l'Institut Monroe, parce qu'on parlera des dossiers déclassifiés. Mais effectivement, c'était quelque chose de très secret. En tout cas, Robert Monroe a contribué à une forme d'espionnage. Et alors rétrospectivement, si vous voulez, j'ai l'impression d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. C'est vraiment, bam, je rentre en plein milieu de tous ces agents de la CIA en formation pour aller espionner hors du corps. C'est tout à fait extraordinaire. Et vous savez comment la fois où j'ai compris, c'était en 1995. Alors je me souviens plus de l'année de sa mort. C'est 1995 justement. Il est mort en 95. C'est ça. Et donc moi j'étais abonné au Wall Street Journal et donc je prends le Wall Street et que vois-je à la une du Wall Street Journal, qui, je rappelle, est un journal économique, donc consacré au cours de la bourse, hein, et de tous ces, hein, de la vie des entreprises, et etc., etc. Et je vois à la une du journal une notice nécrologique, donc on appelle un éloge de Robert Monroe. Je dis tiens, et signé par alors je sais plus si c'est le général Stubblebine ou un autre. On a un extrait, je pense que dans les livres on a mis l'extrait. Dans le 888, il me semble, vous avez mis la photo, non? Il me semble. Absolument, oui, je crois que c'est dans 888, mais peut-être dans les autres aussi. Et je me dis, mais attends, c'est quoi? Il y a un général de l'armée américaine qui signe la notice, l'éloge funèbre, hein, parce que c'est, vous savez, l'éloge funèbre à la façon soviétique, hein, du premier secrétaire de l'URSS qui apparaît à la Pravda. Et là, c'était l'éloge funéraire d'un grand homme, selon ce général du Pentagone, de Robert Monroe, que moi j'ai rencontré, que j'ai interviewé pour un sujet franchement à des 1000 kilomètres de là, quoi, à 1000 lieues de là.
Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il a dû travailler avec la CIA. Vous voyez. Et en fait, ça s'est confirmé effectivement lorsque beaucoup plus tard, ce qui m'a permis d'écrire le livre 888 et de mettre justement les travaux de Monroe en avant. Précisant que j'ai une grande interview de Robert Monroe justement dans Enquête sur Enquête. voilà. Et à l'époque, ça avait le succès du livre aidant, ça avait développé effectivement même l'Institut Monroe France. Mais malheureusement, avec le décès de Monroe, l'Institut Monroe est un peu en sommeillance en ce moment. Il existe toujours, hein, ils ont toujours des produits, des cassettes, des CD, des fichiers MP3, etc. Mais c'est un peu ils n'ont pas trouvé la personne pour prendre sa place au point de vue des médias, j'entends. Voilà. Parce que ce qu'on peut préciser aussi, c'est que Robert Monroe, en fait, au départ, c'est pas quelque chose qu'il a souhaité faire. La première fois alors c'est raconté dans les livres que vous avez d'ailleurs édités, les livres de Robert Monroe, dans son tout premier le voyage hors du corps, il raconte en fait sa première expérience, comment ça se passe cette sortie hors du corps, et c'est assez marrant parce que c'est la nuit, donc il dort, hein, et puis il se retrouve dans sa chambre, et puis il se retourne, il voit le lit, il voit sa femme, et puis à côté, il voit un homme. Et il n'a pas conscience qu'il dort, qu'il est hors de son corps. Il se dit, mais qui est cet homme à côté de ma femme? Et c'est en s'approchant qu'il découvre que c'est lui-même. Et c'est Ah, mais c'est un cas, vous savez, ce cas est raconté également dans Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est le cas du docteur George Ritchie, qui a rencontré le docteur Raymond Moody un peu plus tard, et qui lui a raconté son expérience aux frontières de la mort, qui a déclenché dans la tête de Raymond Moody d'écrire son premier livre qui va ouvrir enfin cette porte, si j'ose dire, de l'étude scientifique des expériences aux frontières de la mort. Et George Ritchie, justement, donc lui, il est mort dans une caserne au Texas, de mémoire, et il raconte exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il voit le lit, il se demande qui est le jeune homme qui dort là, qui a pris sa place, et il ne se reconnaît pas tout de suite, parce que quand on se voit dans le miroir, on se voit en inverse. Et en fait, lui, il était même pas certain que il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, il ne s'est reconnu, uniquement que grâce à la bague qu'il portait, une bague spécifique de son collège Pi Gamma. Vous savez, c'est toujours des clubs, des clubs d'élite. Et c'est grâce à cette bague qu'il a compris que le corps qui gisait dans le lit, c'était le sien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Et nous, on a publié il y a longtemps un livre qui est toujours édité, on est à, je sais pas, la 30e ou 50e édition. Ça s'appelle Explorateur de l'au-delà, et c'est l'histoire d'un homme très connu d'ailleurs en Italie, c'est Farnèse, hein, le palais Farnèse à Rome, hein, qui raconte comment il est mouru, hein. Et puis en fait, comme il ne croyait en rien, il est à côté de son tombeau, parce qu'ils l'ont enterré, mais il sait pas où aller, il est bloqué là, hein, on va dire c'est un fantôme. Et il voit sa femme venir tous les jours poser des fleurs, et il essaie de parler à sa femme qui ne l'entend pas, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est quelles que soient toutes ces expériences, en fait, on retrouve le même tronc commun. Le même mode de fonctionnement, effectivement. Exactement. Effectivement. Et Robert Monroe, en fait, va consacrer des années, parce qu'au départ, il osera pas en parler, parce que c'est un homme d'affaires, faut le rappeler, c'est un homme d'affaires qui pèse quand même économiquement aux États-Unis, et il a un cercle, un réseau assez important, il ose pas en parler, et puis au fil des années... Et en plus, il possède 50 stations de radio. Et à l'époque, la radio, c'était le média numéro un, bien avant que la télévision monte en puissance, bien entendu, puisqu'on là, on est dans les années 50. Hein, donc la télévision était réservée aux gens très très riches, hein, on va dire ça comme ça. La radio, c'était seuls les pauvres pouvaient en acheter. Voilà, c'est l'idée. Donc c'est un homme très très puissant, et surtout il était devenu ingénieur du son, forcément, parce qu'il travaillait sur les fréquences, les modulations de fréquences, les ondes courtes, ondes moyennes et FM. Donc là, on est et qui n'avait pas de croyance religieuse, c'est-à-dire qu'il n'allait pas à l'église et ainsi de suite, quoi.
Voilà. Alors il raconte quand même qu'il allait un peu, il est assez protestant, je pense. C'est un évangéliste, oui, même, ouais, mais sans plus, oui. Oui, en fait, aux États-Unis, si vous voulez, comment dire, la messe du dimanche, c'est plus un truc social. Une tradition. Non, c'est carrément, c'est un peu comme le Rotary. Enfin, c'est l'idée, c'est là où tout le monde se retrouve et tout le monde discute, et c'est là où on noue les liens sociaux. Hein. C'est très important aux États-Unis, chose qui n'existe pas trop en France d'ailleurs. C'est très intéressant à noter. Donc, vous voyez que c'est quelque chose. Sa formation lui a permis d'avancer et surtout d'essayer de comprendre pourquoi parce qu'au début il pensait qu'il était fou. Hein. Il faut le dire. Il pensait qu'il était fou, il pensait qu'il avait un cancer même dans le cerveau. Il a fait tout un tas d'analyses, de radio, etc. Et le médecin ne lui trouvait rien du tout. Donc il comprenait pas. Et c'est à partir d'un certain moment, on va raccourcir l'histoire, mais il a compris que à chaque fois qu'il sortait de son corps, il entendait une sonnerie, un son, un son vraiment spécifique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté une expérience qui m'était arrivée lorsque je suis tombé dans les pommes, dans les bras de Liane Folly, dans un restaurant. Figurez-vous qu'avant de tomber dans les pommes, j'ai entendu effectivement également une sorte de son de sonnerie. Donc je sais pertinemment de quoi il parle, et je confirme effectivement que quand on a ce genre d'aventure, de mésaventure, peu importe, on entend des sons. Pas à chaque fois, hein, mais de ce que j'ai pu lire de tous les témoignages, effectivement, c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. Et c'est ce son justement qu'il va travailler. Alors, dans le second livre qu'il a écrit, Fantastique expérience de voyage astral, il raconte le tout début, c'est-à-dire qu'il a constitué un petit groupe de recherche, on va dire, avec des bénévoles, et il les met en condition. Alors en condition, il les met dans des pièces spécifiques. Ils ont de la musique, enfin pas de la musique, c'est des sons. On en revient à ces sons-là, bien spécifiques. Il les met dans des bains, pour certains, je crois, il les plonge, parce qu'il raconte, hein, et dans des pièces, dans des chambres individuelles. Et puis, histoire que le corps, en fait, soit en préparation. En fait, il explique qu'il faut être préparé à sortir de son corps. Tout à fait. En fait, il s'est basé également sur les travaux de John Lilly, du docteur John Lilly qui a travaillé pour l'armée de l'air américaine, que j'avais eu l'occasion d'interviewer tout à fait par hasard. Il se trouve que sa fille s'était mariée avec un chanteur français qui s'appelle toujours d'ailleurs Bernard Lavilliers. Vous voyez, donc le monde est finalement assez petit. Et j'ai pu interviewer le docteur Lilly, qui lui-même a eu une expérience aux frontières de la mort. Mais la raison pour laquelle il est arrivé à ce au bain, c'est en fait pour recréer littéralement ce que ressent le nourrisson dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire le liquide, je pense que c'est liquide amniotique. Le liquide amniotique. Et dans ces journées que j'ai pu passer chez Robert Monroe, donc je peux vous raconter comment ça fonctionne. Hein. On est dans une pièce noire avec de la mousse pour stopper l'écho et les sons. Hein. Donc on n'est pas au silence zéro décibel, mais on n'est pas loin. On est dans une sorte de baignoire rempli effectivement d'un liquide très chaud et un peu poisseux. Hein, mais une fois que vous êtes dedans, vous flottez. Hein, c'est vrai que c'est une sensation qu'on a oubliée, mais qui revient très vite. Et en fait, quand vous êtes dans ce bain, vous ne sentez plus votre corps. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus que vos pensées. Voilà. Et vous avez donc des écouteurs, hein, comme là par exemple, hein, ceux-là. Et Monroe vous envoie. Donc on a également des capteurs cérébraux. Et Monroe met en œuvre son invention
C'est-à-dire qu'il avait compris que pour se détendre, il faut que le cerveau droit et le cerveau gauche soient totalement détendus et synchronisés, très très important, hein, synchronisés, et que l'idée, c'est quand vous êtes allongé sur une chaise longue au bord de la plage et que vous vous reposez enfin après 6 mois de travail acharné. Hein, c'est l'idée. Et donc, vous avez des électrodes sur la tête, donc qui envoient vos signaux, vos ondes θ, alpha et ainsi de suite dans le studio où se trouve Monroe et son équipe, qui peuvent voir exactement où, à quelle vitesse vous vous détendez entre guillemets, quelle est la fréquence de vos ondes, tati tata, et donc sa découverte a été que si par exemple on vous envoie 100 Hz dans l'oreille gauche et 104 Hz dans l'oreille droite, votre cerveau annule, ne garde que le 4 Hz, et c'est grâce à ces 4 Hz que votre cerveau gauche et le cerveau droit vont littéralement se synchroniser et se mettre au repos tranquille. Vous voyez, juste le fait d'en parler, si vous voulez, ça me revient. Je commence à me détendre. Vous voyez, bientôt je vais sortir de mon corps. Vous allez plus me voir. Je l'ai senti là. Je l'ai senti cet instant-là. Oui, moi aussi. Non, mais c'est très intéressant. Bref, et je peux vous dire qu'en 5-6 minutes, je suis parti. Vous l'avez expérimenté, Pierre? Complet. Non seulement je l'ai expérimenté, donc je suis sorti, mais ça se fait tout à fait naturellement. Hein, vous n'avez pas l'impression, c'est pas un bouchon de champagne qui saute. Hein, c'est en fait, si vous voulez, quand on est dans un état normal comme là où on se parle, nos pensées sont dans nos têtes. Enfin, grosso modo, on sait l'emplacement d'où viennent nos pensées, la parole, etc. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, vos pensées sont déconnectées de votre corps, littéralement, et vous partez, et plus vous partez, plus vous vous sentez léger, et ainsi de suite, quoi. C'est assez incroyable comme sensation, hein. C'est très agréable, c'est très naturel en plus. Vous savez, c'est très naturel. Vous savez, un bébé dans le ventre de sa mère, techniquement, il sait nager, hein, puisqu'il est dans l'eau. Hein, c'est ce que disait un grand plongeur, le recordman à l'époque, Mayol, je crois qu'il s'appelait Mayol. Il disait que c'est naturel pour l'homme de plonger, d'être sous l'eau. C'est simplement, il faut réapprendre, c'est tout un processus, etc. Lui, il pouvait rester quasiment 30 minutes sous l'eau. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais certainement plus de 15 minutes. Hein, ça, c'est sûr. Et donc le fait, si vous voulez, de se sentir partir, c'est extraordinairement agréable. Hein. C'est vraiment ça, je vous assure. Hein. C'est à mi-chemin entre, comment dire, vous savez, c'est quelques secondes d'orgasme qu'on a, où pendant quelques secondes, vous savez pas trop où vous vous trouvez, mais vous êtes bien. Hein, c'est l'idée. Non, mais sérieusement, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Elisabeth Kubler-Ross. Hein. Elle avait comparé, elle avait comparé son expérience chez Monroe à un orgasme puissance 1000. Hein, je vous dis ça de mémoire, sachant que l'orgasme masculin n'est pas le même que l'orgasme féminin, c'est bien connu. Hein, voilà. Donc, pour vous donner à quel point c'est naturel. Voilà, on se sent ultra léger et bien. Et en fait, je vais vous dire un truc. C'est là aussi, c'est un dénominateur commun avec tous ceux qui ont eu des expériences aux frontières de l'allemand. On n'a pas envie de rentrer. C'est comme lorsque vous êtes sur une plage aux Seychelles, vous êtes là pendant 3-4 jours, vous n'avez pas spécialement de rentrer tout de suite. Hein, oui, c'est l'idée. Voilà, on n'a pas, on est trop bien. Parce que c'est manifestement et clairement, c'est la chose la plus naturelle. Voilà. C'est la chose la plus naturelle pour nous. Je pense d'ailleurs que à partir du moment où on accepte le fait qu'il existe une vie après la mort, par définition, on passe infiniment plus d'années, voire des centaines, voire des milliers d'années de l'autre côté que dans un corps humain. Vous me suivez ? C'est très intéressant. Voilà. Et donc, quand Monroe a publié son livre, le premier, donc que vos spectateurs peuvent retrouver chez nous, hein, au Jardin des Livres. Le livre est tombé entre les mains d'un général au Pentagone, et puis il a fait circuler le livre.
Hein, je sais pas si ça c'est le deuxième, ça c'est vraiment. Le deuxième. Moi j'ai les trois. Il y a le voyage hors du corps, c'est le tout premier. Voilà, et là on a en page 2, vous voyez, on a publié, je sais pas si vous voyez bien là. Oui, on voit. Donc ça c'est le général Bert Stubelbein, vous voyez, spécialiste du renseignement militaire et qui a dirigé des services actifs, hein, des opérations noires de la CIA. Voilà, et il était également en poste à la NSA. Donc, et il a dit à propos de Monroe, donc le livre que vous avez lu, il a dit soit ce type est un mythomane, hein, il raconte n'importe quoi, soit ce qu'il dit est vrai, et même si on a une chance sur 1000 que ce soit vrai, il faut qu'on le teste, qu'on le mette à l'épreuve, parce que si ça fonctionne, alors là, ça change la donne pour nous. Voilà. Et c'est ce qui va se passer justement. Mais avant qu'on enchaîne sur la CIA et avant qu'on enchaîne sur la collaboration que Robert Monroe mènera avec tous les services de renseignement américains, juste une parenthèse tout de même, parce que vous avez dit qu'en quittant son corps, on est bien, on a une sensation de bien-être et que finalement ça a l'air d'être une aventure à expérimenter. Pour Robert Monroe, il s'est quand même souvent retrouvé dans des situations un peu parfois dangereuses même, en contact d'entités, en contact de mondes qu'il ne connaissait pas. Il avait souvent peur aussi et ne s'aventurait pas quand il rencontrait, parce qu'il en a rencontré. Il a rencontré des personnes mortes, des entités. Il raconte tout ça. Et moi, je voulais faire un parallèle avec nos capsules justement qui sont autour de la spiritualité. C'est qu'il avait une espèce de petites prières qu'il disait à chaque fois avant la... Oui, exactement. Ça m'a rappelé Jean-Jacques Charbonnier. Je ne sais pas si vous le connaissez, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est anesthésiste. Bien sûr. Et que j'ai reçu. Et le jour où il est venu en studio, je suis allée expérimenter justement la transcommunication hypnotique. C'est ce qu'il propose de sortir de son corps. Et lui, c'est pareil. Avant, il nous met en condition. Et il récite une prière du Padre Pio. Ça va vous plaire, ça, Pierre. Du Padre Pio. Et Robert Monroe, j'ai relevé sa petite prière. Je vais vous la lire. Elle est très, très courte. Je vais la lire aux spectateurs et à vous. Je suis plus que mon corps matériel. Comme je suis plus que la matière physique, je peux percevoir ce qui dépasse la réalité physique. C'est pourquoi je désire profondément développer, éprouver, connaître, comprendre, maîtriser et utiliser ces énergies supérieures et ces systèmes énergétiques dans la mesure où ils se révèlent bénéfiques et constructifs à mon endroit et vis-à-vis de ceux qui me succéderont. D'autre part, je désire profondément l'aide, la coopération et la compréhension de ceux dont la sagesse, le niveau de développement et l'expérience égalent ou dépassent mes propres facultés. Je leur demande de bien vouloir me guider et me protéger contre toute influence ou tout facteur qui ne serait pas de nature à combler mes désirs tels que je viens de les énoncer. Dans les cassettes, parce que à l'époque, donc, parce que c'était l'époque des cassettes, hein, voilà. Et donc Monroe avait fabriqué, enfin mis au point un certain nombre de sons, donc où cette prière était nettement plus courte, mais tout aussi efficace. Hein, voilà. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube certaines de ces cassettes qui ont été digitalisées et qui fonctionnent. D'ailleurs, bon, c'est plus simple de les acheter, d'acheter tout ça chez Monroe, bien entendu. Mais toujours est-il que cette prière, absolument, elle était nécessaire parce que, effectivement, il a rencontré des entités négatives. C'est ni plus ni moins que ce que disaient les saints que nous on avait évoqués. Il le dit avec un autre langage, hein, tout simplement, mais il décrit exactement la même chose que Thérèse d'Avila, que Catherine de Sienne, par exemple. Hein. Il n'y a pas de différence. C'est juste les mots qui changent. Hein, voilà, parce que pour lui, il avait et je pense à cause de sa collaboration avec la CIA, elle était obligée de se conformer, si vous voulez, à un certain vocabulaire militaire que je connais bien, parce que
j'étais en état-major et en état-major ils ont c'est une phraséologie, si vous voulez, typiquement militaire, très sèche, etc. Et on retrouve ça d'ailleurs chez Monroe. Donc grâce à cette phrase, il a pu se protéger. Il s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'effectivement il avait ce qu'on appelle un ange gardien, même s'il a toujours refusé le terme. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, moi je les appelle pas anges, je les appelle inspec, comme comme un inspecteur, c'est-à-dire une intelligence, un être d'une intelligence supérieure, etc., d'une grande évolution. Hein, je résume. Il raconte comment il rencontre l'ange, et ensuite il y a des discussions avec l'ange. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça a été enregistré, exactement comme avec notre capsule précédente, avec Thérèse Neumann, dont les discussions et ce qu'elle voyait étaient rapportés et a été enregistré lorsqu'elle sortait de son corps et qu'elle voyageait dans le temps. Hein, voilà. Et Monroe, avec l'équipe de la CIA, ils ont effectivement. Alors eux, ça les intéressait pas trop d'aller dans le passé. En revanche, ils ont essayé d'aller dans le futur, chose que Monroe n'aborde pas trop, ni dans son 3e livre que nous on vient de publier, qui a jamais été traduit, traduit en français. Mais ils ont réussi à aller dans le futur quand même, hein. Même si ça n'a pas très bien fonctionné. C'est oui, alors il y a l'anecdote avec l'ambassade des États-Unis à Moscou. Il y a pas que celle-là, mais c'est l'anecdote de l'ambassade à Moscou. Je résume très simplement. On a demandé à l'équipe de Monroe, enfin la CIA et le ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle le State Department. Le State Department a pris la décision de construire une nouvelle ambassade américaine à Moscou parce que l'actuelle était criblée de micros. Il y avait des micros partout dans les murs. Et donc, ils ont demandé à Monroe, en raison des résultats exceptionnels que son équipe avait obtenus, d'aller dans le futur et de lui dire, de dire au State Department, donc où les Russes allaient poser leur micro. Hein, voilà, donc de manière à ce que le bureau de l'ambassadeur ne soit pas dans ce bureau-là. Hein, voilà. Et en fait, donc deux équipes différentes sont allées hors du corps, bien entendu, dans le futur. Et en fait, ils sont tous revenus en disant mais on comprend pas, on voit rien, ça marche pas. Et donc il y a eu un brisbee entre le State Department et cette équipe qui travaille pour le Pentagone, parce qu'il y avait des factures à payer. Donc le State Department a refusé de payer la facture. C'est comme ça qu'on le sait d'ailleurs. Voilà. Et en fait, le temps a donné raison, le futur a donné raison, puisque les Américains n'ont pas trouvé d'accord avec les Russes, pour la bonne raison, c'est que les Américains voulaient faire venir des ouvriers américains ou allemands, européens, pour construire techniquement l'ambassade. Et les Russes ont refusé. Ils disent non, ce sera des ouvriers russes qui vont le construire. Et donc du coup, l'ambassade n'a pas été construite à ce moment-là. Donc il était normal que ceux qui étaient dans le futur n'aient rien capté. Voilà. Alors je sais pas combien d'années, mais je crois qu'ils sont pas allés plus loin de 3 ans, parce qu'après je pense qu'il y a une nouvelle ambassade qui a été construite, mais beaucoup plus longtemps après. Donc vous voyez que la maîtrise de cette technique de sortir du corps, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est comme un footing, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous-même, nos spectateurs peuvent s'y coller, mais ne vous attendez pas. C'est comme en natation, hein, si vous savez à peine nager, vous pourrez pas faire un 200 mètres papillon en moins de 2 minutes. Hein, c'est même pas envisageable. Il faut vraiment un entraînement progressif. C'est comme toutes les disciplines, voilà. Mais il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Hein, c'est tous ceux qui ont une expérience aux frontières de la mort, qui ont discuté avec la lumière. Hein, c'est ce que j'ai montré d'ailleurs dans le livre 888. Et Monroe, lui-même de mémoire, il a été électrocuté quand il était enfant. Oui. Hein, et c'est ça qui lui a donné cette capacité à sortir de son corps. Monroe a compris effectivement que le fait d'avoir été électrocuté, ça lui a sans doute
permis d'avoir cette cette capacité. Et je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui est très proche de mes amis très proches. Donc cette personne a été dans son berceau. Il y a un éclair qui est passé par la cheminée et elle a été totalement, enfin, elle s'est pris la foudre quoi, en tant que bébé. Elle a parfaitement survécu, elle a rien eu, mais elle a des capacités effectivement à voir le futur. Tout à fait incroyable. Et je peux vous dire qu'elle ne s'est jamais trompée. C'est intéressant. Vous savez, chaque fois qu'on fait une interview ensemble, il y a toujours des anecdotes comme ça qui me reviennent. Qui vous reviennent. Ouais, et ça donne, ça pose véritablement le tableau des possibles. Hein, c'est pas pour autant que j'encourage nos spectateurs à s'électrocuter. Attention, hein, déconnez pas avec ça. Oui, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Vous avez raison d'insister. Ne buvez pas plus de 2 verres. Ne mettez pas vos doigts dans la prise. Surtout parce que Monroe, lui, il s'est électrocuté avec du 110, alors que nous, on est en 220. Donc, je peux vous dire que la différence, elle est sérieuse, quoi. Et puis aussi, vous rappelez aussi l'intensité de ces sorties de corps aussi pour tous ces militaires, pour tous ces agents de la CIA qui finalement n'étaient pas sans conséquences. Ça, vous le rappelez dans votre livre 888 et vous dites que certains pouvaient finir même à l'asile psychiatrique. Ah, oui. C'était tellement intense, tellement difficile, tellement. Donc c'est pas. Je vous donne 2 exemples. Parce que, à un moment donné, l'équipe de Monroe doit retrouver, alors de mémoire, oui, c'est un hélicoptère qui s'est crashé. C'est un hélicoptère américain des forces spéciales qui s'est crashé. Alors je sais plus dans quel pays, Pérou, Colombie ou peu importe. C'est là où il y a des trafics de drogue. Oui, c'est l'idée. Et cet hélicoptère s'est crashé. Les Américains ne savaient pas où il était, donc ils ont demandé effectivement à l'équipe de Monroe de retrouver cet hélicoptère. Ils l'ont retrouvé, effectivement, ils ont posé et le problème, notamment pour l'officier qui a réussi à se rendre sur les lieux, ils étaient 2 d'ailleurs, de mémoire, ils étaient 2 et ils ont vu la scène. C'est-à-dire qu'évidemment ils ont retrouvé, mais ils ont par définition vu ce qui restait de l'hélicoptère. Ils ont vu que l'un d'eux avait carrément brûlé, cramé à son poste de pilotage, qu'un autre avait été découpé en tranches par l'hélice. Enfin, c'était un spectacle absolument effroyable. Effroyable. Et à force de voir ce genre de choses, vous voyez, les mecs, ils ont pété un plomb, ils ont fini dans un asile psychiatrique. Hein. Donc c'est quand même, c'est du sérieux. Hein. Il faut prendre ça très très au sérieux. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre corps et si vous faites ça du tourisme, attendez-vous à voir toutes sortes de choses, hein, véritablement. Hein, c'est extrêmement clair. Voilà. C'est pour ça que je veux dire, je pense que avoir la sensation, c'est-à-dire ressentir 1 fois ou 3 fois dans votre vie ce que c'est que de sortir de votre corps, c'est vraiment très bien parce que ça vous montre ce qui vous attend. Mais si vous décidez d'en faire une discipline, effectivement, il y a autre chose. Alors par exemple, les Tibétains, les moines tibétains sont entraînés à ça, et ça fonctionne même dans toutes les religions. C'est pas spécifique oui, parce que par exemple Monroe se disait athée. Je le rappelle. Bon, comme tous les Américains, ils sont protestants, mais lui, il se disait athée. Mais c'est un dénominateur commun dans les Andes, au Pérou, etc. Vous avez Carlos Castaneda qui racontait comment il sortait de son corps avec l'usage des champignons spécifiques. Oui. Moi, j'ai lu le livre L'art de rêver. Voilà. Où il raconte que par les rêves, comment il allait dans plusieurs strates. Ouais. Voilà, dans plusieurs strates. Et c'est ce que raconte Farnèse, l'explorateur de l'au-delà. Alors, lui, il racontait les strates. Alors, je rappelle que c'était au 19e siècle. Comme il a vu le futur, il a décrit l'invention du gramophone, il a décrit la télévision, il a décrit tout un tas la radio, etc. Alors que à son époque, là on est au 18e siècle, hein, tout ça ne pouvait pas exister. Et lui, il le décrit, mais vraiment avec une précision bien avant Jules Verne. Oui. Une fois qu'ils sont morts, ils peuvent aller dans le futur. Ils peuvent pas revenir dans le corps. Ça, c'est terminé.
Ça c'est sûr. Attendez, j'essaie de vous donner. Et c'est ce livre d'ailleurs les Mémoires de Farnèse, parce que c'est à la Bibliothèque nationale d'Angleterre à Londres. Ça a inspiré les films Ghost. D'accord. Ghost et surtout Au-delà de vos rêves. Donc c'est des productions hollywoodiennes. Je regarde, voilà. Ça c'est la couverture originale de la Bibliothèque nationale anglaise. Oui, A Wanderer in the Spiritlands de Farnèse. Voilà. Donc vous verrez, et ça a été publié donc en Angleterre Attendez, j'essaie de vous trouver l'idée. J'espère que je ne vais pas me tromper. Vous trouver l'année exacte. Il a vécu jusqu'en l'an 1850. Voilà, 1850, 19e siècle. C'est plutôt moitié du 19e siècle. Oui, 1850, c'est Napoléon. Hein, voilà. Je veux dire, rien de tout ça, ni la radio, ni la télévision, n'était inventé. Il y a peut-être le télégraphe qui était déjà arrivé, c'est tout. En tout cas, cette technique, elle a attiré forcément les services secrets américains. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui, la CIA, les services de renseignement, les militaires continuent d'utiliser la technique Monroe? Bien sûr qu'ils continuent à utiliser la technique Monroe, mais ils se sont tellement fait allumer, si vous voulez, par la presse, parce que lorsque l'éloge funéraire de Monroe est paru dans le Wall Street Journal, vous pensez bien que si moi j'ai tiqué, tous les autres journalistes ont tiqué, donc ils se sont penchés et puis progressivement ils ont découvert qu'effectivement ça faisait partie de ce qu'on appelle les programmes noirs du Pentagone, de la CIA. Et vous le dites vous aussi, les dossiers ont été déclassifiés, je pense, dans les années 2000. Je ne sais pas si c'est pas 2003. Oui, parce que je les ai consultés, mais 60% du contenu sont barrés en fait. Oui. Sont barrés. Donc, mais malgré ça, j'ai pu sortir tout un tas d'éléments que vous avez pu voir dans le livre 888 et que je ne connaissais pas quand j'avais rencontré Monroe, bien entendu. Oui, mais on doit être très, c'est minime par rapport à ce qu'ils ont pu développer. Rien que l'adjudant-chef Moneygall, qui était le top remote viewer, comme on est, c'est le numéro 1, oui. C'est vraiment le plus doué. D'une part parce qu'il avait fait 2 expériences aux frontières de la mort, une au Vietnam et une autre en Allemagne. Ce qui est étonnant, et lui a participé, donc il dit qu'il a participé à l'équivalent de 1500 missions. Alors missions hors du corps par définition, 1500 missions pour tous les ministères américains, y compris le fisc. Voilà. Donc c'est intéressant. Par exemple, la douane. La douane lui avait demandé de retrouver un traître, quelqu'un qui était corrompu par des barons de la drogue, et ainsi de suite, de savoir où il était. Et ils l'ont retrouvé. Et il ne donne pas tout. Moi, j'ai regardé quelques-uns de ses interviews. Ce qui est intéressant avec lui, si vous voulez, c'est qu'il avait donné. Alors, il s'était un peu trompé sur le pape, mais il avait dit que ça serait un pape italien, mais qui serait pas en Italie. Alors, il s'est pas trompé puisque Bergoglio est d'origine italienne, même s'il est argentin. C'est étonnant. Il a fait d'autres prévisions, mais bon, Mac Moneygall, les Japonais adorent ce genre de truc, et ils l'ont testé. Ils lui ont demandé de retrouver une personne disparue au Japon, alors que lui était de mémoire à Los Angeles, et il a retrouvé la personne. Et à la surprise totale de les Japonais. En pleine émission télé, d'ailleurs, vous racontez en pleine émission télé. Et on a un cas très récent, que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est ce petit garçon là qui avait disparu dans un village il y a à peu près un an, grosso modo. C'était à cette époque-là. Et il se trouve que, alors je ne sais pas comment, en tout cas, l'un des officiers dont je parle dans le livre 888, en l'occurrence le major Ed Dames, a été contacté par quelqu'un en France et lui a demandé d'aller le retrouver hors du corps. Et il a retrouvé l'emplacement exact à
5 mètres près, je crois, ou 10 mètres près, peu importe, de là où se trouvait son corps. Et donc, ils l'ont fait venir en France, et il a été invité chez Hanouna, je sais même pas comment. Et là, il s'est fait, bien entendu, par tous les pingouins qui se trouvent autour de Hanouna, ils l'ont ridiculisé, alors que Ed Dems était l'un, pareil, un peu comme Joseph Monegal, un des meilleurs remote viewers, visionneurs à distance, on va dire ça, de l'équipe Monroe et de la CIA. C'est quand même fou, quoi. Ça vous montre bien, en France, on a ce besoin permanent de tourner en dérision tout ce qui touche de près à la spiritualité. Hein, voilà. Et ça, c'est dû au fait qu'on a tué Dieu, nous, en 1792 ou 13. Et donc, on a la République laïque, on n'a plus le droit d'en parler. Alors que dès que vous allez dans un autre pays, par exemple, là, je reviens d'un reportage en Turquie, quasiment tous les Turcs qui dirigent une entreprise, etc., ont leur voyante. Mais les médiums voyants, vous savez, il y a quand même un dénominateur commun, hein, un peu comme en Inde. La première ministre, Madame Gandhi, comme tous ceux qui lui ont succédé, ne prennent aucune décision sans consulter une armée d'astrologues qui sont au service de l'État. C'est exactement comme en Égypte, vous aviez les prêtres d'Amon qui étaient au service du pharaon et qui jetaient des sorts aux ennemis de l'Égypte. Bon, on avait ça aussi, nous aussi, sous Mitterrand. Il prenait pas de décision chaque année, il consultait. C'était pas Elisabeth Tessier, ça? Si, c'était Elisabeth Tessier. Mais enfin, à mon avis, il l'a consulté pour autre chose. C'était plus l'idée. Hein. Mitterrand, vous savez bien, il avait toujours 5 ou 6 maîtresses dans sa manche. Et il était très amoureux. Il aimait beaucoup les brunes. Hein, il a toujours. Bon, alors voilà. Bon, maintenant on saura la vérité sur cette. Voilà. Information. Mais Elisabeth Tessier, même dans son art, je pense qu'elle était très douée. Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais vous avez un astrologue en France. Alors je me souviens pas de son nom, mais il avait publié un article en 1975 ou 73 et il avait donné exact le mois et l'année précise où le mur de Berlin allait tomber. Hein. Et il a expliqué que ça allait entraîner la chute de l'Union soviétique. Donc il y a des, vous savez, ces gens-là qui soient astrologues ou qui tirent les cartes, en fait, ils ont un don formidable. Et tout ça, ce ne sont que des supports entre guillemets pour leur pour leur vision à distance, parce qu'ils rentrent en transe en eux-mêmes et en fait ils s'en vont. Hein, ils quittent leur corps et ils vont dans le futur. Alors, et quand ils sont accompagnés de leur ange gardien, alors certains anges leur montrent, et puis d'autres, il se passe rien. Toute discipline, dès qu'on se met dessus à fond, chaque jour porte ses fruits. Voilà, c'est l'idée, y compris sortir de son corps. Et c'est ce qu'a montré, c'est ce qu'a prouvé Monroe. Et la raison pour laquelle je le compare à Christophe Colomb, c'est que il a établi exactement, d'ailleurs comme Farnèse, hein, dans l'Explorateur de l'au-delà, il a établi les différentes strates, c'est-à-dire les différents niveaux. Une fois qu'on sort de, après il y a plusieurs étages, hein, c'est comme un gratte-ciel. Hein, c'est-à-dire que nous, je sais pas, nous on est au rez-de-chaussée, hein, et plus vous montez dans les étages, et plus vous rencontrez des êtres de plus en plus évolués, des anges, des archanges, que sais-je. Et pareil, si vous descendez au parking, vous allez rencontrer des âmes en peine, des démons, des gens très très violents, hein, et ainsi de suite, mais qui ne peuvent pas vous faire de mal. Hein, c'est ce que raconte Monroe d'ailleurs, et c'est ce que raconte aussi l'explorateur de l'au-delà. Merci Pierre. C'est toujours passionnant de vous avoir, mais les spectateurs peuvent compléter justement cette capsule avec des lectures. Voilà, il faut encourager les gens à lire et voilà, les témoignages sont très. Les 3 livres de Monroe sont absolument exceptionnels. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Je veux dire, il a été vérifié par une armée d'espions et des militaires. Je veux dire, qui plaisantent pas sur ces sujets. Et c'est ce que je dis souvent. Il n'aurait jamais obtenu, le général Stubblebine n'aurait jamais obtenu des budgets colossaux de l'État américain. Des budgets qui sont contrôlés par les sénateurs. Et on a une anecdote.
à ce sujet, parce que à un moment donné, alors je ne sais plus en quelle année, la commission des finances du Sénat avait tiqué sur ce programme noir. Ils ont voulu en savoir plus. Et donc, ils ont bloqué, ils disent, c'est quoi ça? Mais c'est de la magie, enfin, ils prenaient ça comme tout le monde, grosso modo, c'est du n'importe quoi. On veut en savoir plus, ils ont bloqué tous les versements. Et donc, et le général, c'était plus Stubelbein, c'était un autre qui était en charge de ce département qui s'appelle INSECOM. Il a dit, mais écoutez, moi je veux prouver que ça fonctionne, envoyez-moi deux civils, parce que c'est des comptables, des audits, vous savez, comme chez Ernst & Young, voilà. Et donc il y a eu 2 auditeurs civils du Sénat qui sont allés chez Monroe, et que Monroe a formé en 48 heures, et ils ont réussi à sortir de leur corps. Et à leur plus grande surprise, Alors, plus grande surprise, d'ailleurs, c'est l'épisode est raconté sans donner les précisions, bien sûr, dans celui-là. C'est Fantastique Expérience de Voyage. Ouais, c'est le deuxième. Fantastique Expérience de Voyage astral. Et donc, les auditeurs sont rentrés au Sénat et ils ont validé le paiement de ce qui devait au département, ce département spécial, très spécial même, du Pentagone. Voilà. Donc il a établi cette cartographie avec toutes les strates, tous les étages. Plus vous montez, plus vous allez rencontrer, et vous avez des zones où il n'y a pas de temps, où vous pouvez revenir en arrière, assister à la bataille d'Azincourt, par exemple. Vous pouvez aller voir le Sénat à Rome, et vous pouvez même aller dans le futur, dans le sens où tout semblerait-il, dans cette zone-là, tout s'est déjà passé. Alors que nous, on est dans la flèche du temps. Voilà. Et d'ailleurs, la mythologie grecque, elle confirme tout ça. Rappelez-vous de Cassandre, elle pouvait prévoir l'avenir, mais comme elle refusait les avances d'Apollon, Apollon lui a fait parce qu'il pouvait pas lui retirer le cadeau de voir le futur, il l'a condamné à ne jamais être cru. Voilà. C'est la fameuse légende de Cassandre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est interdit, si vous voulez, de voir le futur pour nous, parce que sinon on change le futur. C'est le fameux chat de Schrödinger. C'est l'observateur change le futur. Vous voyez, c'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup Pierre. On va terminer, si vous êtes d'accord, par une question d'un spectateur, puisque c'est aussi le concept de ces capsules. Oui, une question qui nous... poser plusieurs. Oui, vous pouvez en poser plusieurs. Question alors j'en ai choisi une question qui a été posée lors de notre dernier numéro sur Thérèse Neumann. Et oui. Alors déjà, il faut remercier les nombreux spectateurs qui ont énormément de gratitude pour vous, Pierre, à chaque fois. Vraiment, ce sont des éloges à votre rencontre. Ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment. Donc je les remercie beaucoup. Et là, c'est la question de Marie-Josée Comte. Elle vous dit merci pour cette émission avec Pierre Jovanovic, mais un fait me taraude depuis un moment. Comment expliquez-vous la prouesse que toutes ces stigmatisées ont leur plaie en milieu de leurs mains alors que le Christ a été cloué au poignet? Je ne comprends vraiment pas. Merci à vous. Oui, c'est la question qui a été posée beaucoup, notamment par Joachim Boufflet, qui est un spécialiste justement des phénomènes physiques du mysticisme. D'ailleurs, on a parce que alors lui, c'est vraiment le grand spécialiste. Il a écrit 2 volumes chez nous sur les stigmates, les parfums, enfin tout ce qui touche de près, si vous voulez, au phénomène surnaturel, physique, qu'on voit ou qu'on voit pas d'ailleurs, des stigmatisés. Et il a abordé justement ce chapitre. Alors certains, effectivement, certains ou certaines, effectivement, avaient les mains complètement ensanglantées, mais je pense pas que, si vous voulez, que ça fasse la différence véritablement, parce que de toute manière, effectivement, le suaire de Turin montre que le clou en fait était posé beaucoup plus haut, c'est-à-dire en fait ici, mais que la quantité de sang qui sortait en fait se retrouvait dans la main. Dans la poignée. On le voit d'ailleurs, les films, je ne sais pas si vous avez vu les films en couleur de Thérèse Neumann, mais c'est absolument effrayant. C'est-à-dire on voit
Et même aujourd'hui, quand vous avez des stigmatisés, bon, moi c'est pas ma tasse de thé par définition parce que c'est quand même assez spécial, mais je comprends tout à fait que ces personnes qui sont capables de sortir de leur corps et qui plus est d'être incorporées, si je peux dire, dans le corps du Christ à ce moment-là, ce qui était le cas de Thérèse Neumann, ce qui était le cas de Anne-Catherine Emmerich, effectivement revivent toutes ces souffrances. Enfin, c'était absolument effroyable. Donc c'est une question que effectivement que Joachim Boufflet a abordée en disant grosso modo la même chose. Je veux dire, ça change quoi dans le sens où, par exemple, Thérèse Neumann, qui parlait à peine allemand, l'allemand littéraire de Goethe, elle parlait un patois bavarois de paysan, donc eh bien elle répercutait tout en langue araméenne. Alors, donc c'est plus ça qui valide en fait son expérience. Je rappelle que personne ne comprenait ce qu'elle racontait jusqu'à ce qu'un professeur des langues orientales de Berlin se rende à son chevet, que le mec était pardonnez-moi l'expression, il était sur le cul. Il me dit mais elle parle araméen. Voilà. La langue du Christ. Donc qu'est-ce qui est important? C'est le fait qu'elle parle araméen ou c'est le fait que sa blessure soit dans la paume ou légèrement plus haut, là où était la blessure du Christ? Personnellement, je valide définitivement le fait qu'elle puisse parler araméen alors qu'elle n'a jamais été à l'école. Voilà. Et c'est valable pour les autres. Vous savez, n'oubliez pas, Thérèse Neumann avait annoncé, avant même qu'Hitler arrive au pouvoir, elle avait annoncé qu'il allait arriver au pouvoir et surtout que ça allait se terminer très très mal. C'est pour ça que les nazis lui en voulaient. C'est pour ça qu'ils l'ont enfermé pendant, je sais plus, 15 jours, sans manger et sans boire, je dois pour vérifier. Moi qui fais un régime, je peux vous dire, je sais pas comment elle a fait, pas manger. Elle buvait juste de l'eau et son seul repas, c'était l'hostie. Je rappelle que la Gestapo était là pour contrôler que personne ne venait à manger en cachette, etc. Et elle est sortie, elle avait perdu 1 kilo au bout d'une semaine, qu'elle a repris. Elle est entrée à 55 kilos, elle est ressortie à 55 kilos. 55. Je veux dire, on sait pas si elle fumait, mais bon, je pense pas. Merci beaucoup Pierre. En tout cas, pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Thérèse Neumann. Voilà, on salue Robert Monroe, parce que là, du coup, les deux peuvent se rencontrer, c'est ça qui est extraordinaire de l'autre côté. Voilà. Paix à leur âme. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode sur Thérèse Neumann, allez le chercher sur la chaîne du Média en 4K2. Merci Pierre, merci à tous les spectateurs. Merci à eux d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous, Kate, c'est toujours un plaisir et grâce à vous, j'ai toujours plein d'anecdotes qui me reviennent à l'esprit, donc c'est bien. Merci, à très bientôt, à très vite. Au revoir. Au revoir.